Peu importe l'organisation, il y a toujours des dangers. Mais comment savoir sur lesquels on devrait vraiment se concentrer? Aujourd'hui, on décortique les processus qui permettent d'évaluer puis de prioriser toutes ces menaces. Pensez-y une minute. Entre les cyberattaques, les pannes de courant, les catastrophes naturelles, la liste est longue, hein? C'est juste impossible de tout prévoir, de se préparer à tout. Alors, comment on fait pour mettre de l'ordre là-dedans? Comment on décide où mettre son énergie, son argent pour se protéger de la bonne façon? C'est exactement le défi que l'évaluation des menaces vient régler. Et la solution, elle se trouve dans ce concept-là, l'évaluation des menaces. Ce n'est pas de la devinette, c'est vraiment une méthode structurée pour, d'abord, identifier tout ce qui pourrait mal tourner. Puis, pour chaque menace, on la classe selon deux facteurs super importants. Quelle est la probabilité que ça arrive et, si ça arrive, ça va faire mal à quel point? Bon, allons-y. Pour commencer à y voir plus clair dans tout ça, la première étape, c'est de savoir qu'on peut regrouper toutes les menaces imaginables en trois grandes catégories. Ça aide à organiser la pensée. Alors, on a trois grandes familles. D'abord, les menaces délibérées. Ça, c'est quand quelqu'un veut faire du dommage intentionnellement. Pensez au vol, au sabotage. Ensuite, les menaces naturelles, assez faciles à comprendre, une tempête, une inondation. Puis finalement, les menaces accidentelles, qui viennent d'une erreur humaine, mais sans aucune mauvaise intention derrière. Ce qui est vraiment crucial à comprendre ici, c'est la différence d'intention. D'un côté, on a une action malveillante, calculée. De l'autre, c'est juste une erreur, une gaffe. Mais, et c'est ça le point important, dans les deux cas, l'impact final, les dommages peuvent être tout aussi graves. OK, donc on a nos catégories. Maintenant, comment on fait pour évaluer une menace en particulier, qu'elle soit naturelle, accidentelle ou délibérée? Eh bien, tout le système repose sur deux questions de base. C'est vraiment ça le cœur de la méthode. C'est comme ça qu'on prend quelque chose d'un peu abstrait, une peur, puis on la transforme en données qu'on peut mesurer. Qu'on parle d'un pirate informatique ou d'un ouragan, on se pose toujours ces deux mêmes questions. C'est ce qui nous permet de comparer des pommes avec des oranges, si on veut. Bon, assez de théorie, on va voir comment ça marche pour de vrai avec un exemple concret qui vient directement du document de référence. Alors imaginez la scène. On doit protéger un centre où on compte des bulletins de vote. Et la menace qu'on a identifiée, c'est un groupe de manifestants qui pourrait essayer de perturber le travail. C'est précis, c'est clair. Maintenant, on va évaluer ça. Alors, première étape, première question, quelles sont les chances que ça arrive? Et pour répondre à ça, on n'y va pas au pif, hein? On utilise un outil bien précis. Quand on regarde cette matrice-là, le premier réflexe, c'est de se dire qu'une élection, c'est aux 4 ans. Donc la fréquence doit être faible ou très faible. Mais attention, c'est là que le contexte devient absolument essentiel. Et c'est là que le contexte change tout. On n'évalue pas la probabilité dans la vie de tous les jours. On l'évalue pour la période précise du dépouillement. Et les faits sont là. Les renseignements montrent qu'il y a des manifestants à chaque fois qu'il y a un décompte de vote. Donc, dans ce contexte-là, la fréquence, c'est quotidien. Donc, pas de doute, le score de probabilité, c'est élevé. Ce n'est pas une opinion, c'est basé sur des faits, sur un contexte. On a notre première moitié de l'équation. Bon, on a fait la moitié du chemin. Maintenant, la deuxième question. Si les manifestants se pointent, quels seraient les dégâts? Pour savoir ça, il faut connaître un peu notre acteur de menace. OK, qu'est-ce qu'on sait sur ce groupe? Les infos nous dressent un portrait assez clair. Ils ont des ressources et des compétences limitées. Leur but, c'est de faire du bruit, de causer des nuisances, comme des graffitis ou bloquer une porte. Fait important, ils n'ont pas d'historique de violence. L'impact, historiquement, ça se limite à une interruption de service de moins de 3 heures. Avec ce portrait-là en tête, on retourne à une matrice, mais cette fois, celle de la gravité. On regarde les critères. Leurs ressources, limitées. Leur intention, au pire, modérément destructrice. L'impact, mineur. Tous les indicateurs pointent pas mal dans la même direction. Le verdict est donc clair. Score des gravités, faible. On a maintenant nos deux morceaux du casse-tête, une probabilité élevée, mais une gravité faible. C'est maintenant qu'on met tout ça ensemble. On va croiser nos deux résultats pour avoir enfin le niveau de menace global. Alors, on prend notre matrice finale, on cherche la ligne qui correspond à notre probabilité, qui est élevée. Ensuite, on cherche la colonne pour notre gravité, qui est faible. On suit la ligne, on suit la colonne et on regarde où les deux se croisent. Et voilà, le résultat final. Un niveau de menace moyen. Ça a du sens, non? Un événement qui est très probable d'arriver, mais qui ne cause pas beaucoup de dommages, ce n'est ni une urgence absolue, ni quelque chose qu'on peut ignorer. C'est une menace modérée qui va demander une attention modérée. On a pris une situation complexe et on l'a transformée en une cote simple et facile à comprendre.
Mais attention, c'est super important de comprendre que l'évaluation de la menace, ce n'est pas la fin de l'histoire. En fait, c'est une étape super importante, mais au milieu d'un processus qui est encore plus large. Ce qu'on vient de faire ensemble, c'est l'étape 2. Avant ça, il faut avoir fait l'étape 1, savoir ce qu'on veut protéger, c'est quoi nos actifs. Et après ça, il y a l'étape 3 qui est de se demander, OK, face à cette menace moyenne, est-ce que nos mesures de sécurité actuelles sont assez bonnes? C'est ça, évaluer le risque. C'est quand la menace rencontre notre propre vulnérabilité. Parce qu'au final, le but de tout ça, c'est pas juste de faire une belle liste de menaces pour un rapport qui va dormir sur une tablette. Le but, c'est de donner aux gens qui prennent les décisions une image claire des dangers en ordre de priorité pour qu'ils puissent prendre les bonnes décisions et agir. Alors, on se quitte là-dessus avec une petite question pour la route. Maintenant qu'on a vu comment la fréquence peut augmenter l'importance d'une menace, quelles sont les petites choses de faible gravité, mais qui arrivent tout le temps dans la vie, qui mériteraient peut-être qu'on leur porte une plus grande attention? Une bonne réflexion à avoir. Merci beaucoup.